Rencontrez-vous des problèmes de connectivité réseau? Dans ce cours, nous allons explorer un guide de dépannage complet pour résoudre les problèmes de connectivité IP sur vos équipements réseau. C'est-à-dire que nous verrons ensemble les étapes essentielles pour vérifier la connectivité physique, analyser les configurations de routage et de switching et diagnostiquer les erreurs courantes avec des commandes clés. Alors suivez bien ce guide étape par étape pour maîtriser l'art du dépannage réseau et assurer la stabilité de votre infrastructure. Il est impossible d'écrire un guide de dépannage qui résoudrait tout problème de connectivité IP, car chaque problème dépend de nombreux facteurs. Nous allons voir dans ce cours les différentes étapes d'analyse afin de résoudre au mieux un problème réseau. La première chose à faire est de commencer par vérifier la connectivité physique. Il y a trois catégories principales de problèmes qui pourraient être à l'origine d'une panne sur le réseau. On a les pannes matérielles, les pannes de logiciels, et les erreurs de configuration. Après avoir tenté de lancer des pings et traceroutes, il faut réellement commencer ses recherches par la couche physique avant d'aller plus loin. Il serait dommage de passer des heures à dépanner alors que le problème venait d'un simple câble réseau mal connecté ou défectueux. Si on a un accès à la salle info, on peut aller checker l'état des LED des différents équipements. Par exemple, s'il n'y a pas de lumière sur un lien, il faut aller vérifier aux deux extrémités du câble s'ils sont bien branchés. Les interfaces où les données circulent est l'élément qui vaut toujours la peine d'être vérifié en cas de problème matériel. La commande Show Interface permet d'afficher des statistiques importantes à vérifier. On peut voir si l'interface est up ou down. On a aussi des infos sur la file d'attente des paquets. Ça permet de voir si le routeur reçoit trop de données qu'il ne pourrait en traiter. Alors ça n'indique pas forcément un problème, car c'est tout à fait normal pendant un pic de trafic. Mais si ces données sont constamment élevées, alors il faudrait se pencher un peu plus sur la cause. Sur la même ligne, on peut voir le nombre de paquets qui ont été droppés suite à une congestion de l'interface. Le champ Input Error enregistre les erreurs des trames reçues, comme les erreurs CRC. Un nombre élevé de ces erreurs pourrait indiquer des problèmes de câblage, de matériel ou bien même des erreurs duplex. Et le champ Output Error indique des erreurs de collision, ce qui est souvent lié aussi à une différence de configuration duplex entre les deux extrémités. Aujourd'hui, la plupart des liaisons Ethernet fonctionnent en full duplex. Après avoir vérifié la couche physique, on peut passer à un dépannage plus approfondi, comme des problèmes de routage et de switching. La commande Show IP Route permet d'afficher la table de routage sur un équipement de couche 3 comme un routeur. Lorsque l'on analyse la sortie de cette commande, il faut se demander quelles sont les informations que le PC1 aurait besoin d'avoir pour pouvoir communiquer avec le serveur à l'autre bout. C'est-à-dire quelles seraient les actions à prendre pour qu'il puisse transmettre le paquet au prochain routeur. Le sigle C signifie directement connecté, c'est-à-dire que l'interface du routeur est directement liée au segment de ce réseau. La distance administrative pour ce code est de 0, ce qui la rend prioritaire sur toutes les autres entrées de la table de routage. Pour rappel, plus la distance administrative est basse et plus les sources sont fiables. Le L signifie local. L'IP qui est affiché correspond à l'IP de l'interface du routeur. C'est pour ça que le masque est en /32. Le S sont pour les routes statiques. La distance administrative par défaut pour une route statique est de 1, ce qui signifie que les itinéraires statiques sont prioritaires dans la table de routage, à moins qu'il y ait une connexion directe à ce réseau. Le routage statique est une méthode très efficace pour les petits réseaux qui ne changent pas fréquemment. Sur des réseaux plus grands qui bougent constamment, mieux vaut utiliser du routage dynamique. Tout comme le protocole RIP représenté par un R, OSPF par un O ou bien EIGRP par un D. Pour ce dernier, le D correspond à l'algorithme dual qu'utilise EIGRP pour calculer ses itinéraires. Dans la table de routage, on peut aussi y voir la gateway qui est la route par défaut. Il s'agit du chemin que va emprunter le paquet si la destination n'est pas trouvée dans la table de routage. On peut la configurer manuellement ou alors elle peut être apprise par un protocole de routage dynamique. La gateway fait partie de la suite du dépannage. S'il n'y a pas d'itinéraire sur le routeur,
ou bien s'il n'y a pas de passerelle par défaut de configurer sur le PC, la communication entre les deux points ne fonctionnera pas. Pour que le PC puisse communiquer avec le serveur, il doit avoir de configurer une passerelle par défaut et le routeur doit avoir une route définie vers le réseau du serveur. La sortie de la commande showIPRoute nous montre bien qu'une passerelle par défaut y est configurée. Cette route statique dit que pour joindre tous les autres réseaux qui ne seraient pas répertoriés dans la table, eh bien, faudra passer par l'interface qui porte l'IP 10.1.10.2. Pour vérifier la configuration de la passerelle par défaut du PC, on peut faire un ipconfig sur celui-ci. Dans l'exemple, on voit qu'elle est bien configurée puisque l'IP correspond à l'interface GI01 du routeur 1. La prochaine étape du dépannage consiste à voir s'il existe un problème de résolution de noms sur le réseau. Le DNS, c'est le mappage des adresses IP vers des noms. Il est beaucoup plus simple d'utiliser des noms que des adresses IP pour accéder à certaines ressources du réseau. Et ce sera encore plus évident avec l'IPv6. Ce mappage peut se faire de deux façons. Soit en statique, c'est-à-dire que l'administrateur système crée un fichier texte dans lequel figure chaque nom d'ordinateur avec leurs adresses IP. Et lorsqu'un utilisateur demande une connexion à un autre ordinateur, le système utilisera ce fichier pour résoudre le nom à l'adresse IP. Ce système fonctionne bien que sur les petits réseaux. L'autre façon de faire ce mappage est en dynamique. Ici, le protocole DNS contrôle une base de données qui comprend le mappage des noms d'hôtes en adresse IP. Il est possible que le réseau fonctionne correctement, mais que la résolution des noms échoue. Par exemple, si on ne parvient pas à accéder à un site web par son nom et que par l'adresse IP ça fonctionne, alors c'est que ça vient probablement du DNS. Pour tester, on peut aussi tenter de faire un ping de l'IP, puis par son nom. Après avoir testé la connectivité physique, le routage, vérifié la gateway et le DNS, s'il y a toujours un problème, il sera intéressant d'aller voir du côté des access lists. Les routeurs peuvent très bien avoir des ACL de configurer qui interdisent à un protocole de passer l'interface dans un sens ou bien dans l'autre. Par exemple, sur notre topologie, le PC est incapable d'utiliser Telnet pour se connecter au serveur. Pour commencer, on va faire un showIP access list afin d'afficher le contenu de toutes les ACL configurées sur le routeur. Ici, on voit qu'il existe une ACL qui se nomme sortie et qui n'accepte que le trafic ICMP. Le trafic Telnet sera donc bloqué par la dernière ligne implicite d'ANY qu'il y a dans toutes les ACL. Maintenant, il nous reste à voir si cette ACL est appliquée sur une des interfaces du routeur. Pour ça, on va utiliser la commande showIPinterface. Ici, on voit que l'ACL, qui s'appelle sortie, a été configurée sur l'interface Gigabit Ethernet 00 comme ACL sortante du routeur 1. Pour que le protocole Telnet soit autorisé, il faut ajouter une entrée ACL qui autorise le protocole Telnet et son port 23.